Lila avait toujours été celle qui tenait tout ensemble. Même lorsque sa vie semblait vaciller au bord du chaos, elle n'a jamais laissé ses deux enfants, Ellie et Ryan, sentir le tumulte sous son apparence calme. Dès la naissance d'Ellie, il y a 10 ans, Lila savait qu'elle ferait tout ce qu'il faudrait pour leur offrir un environnement stimulant, peu importe la difficulté de sa situation. Ryan est arrivé 3 ans plus tard, un adorable garçon qui idolâtrait sa sœur aînée et s'accrochait à sa mère comme une ombre. Debout dans la cuisine de leur modeste maison de banlieue, Lila jeta un coup d'œil au calendrier épinglé sur le réfrigérateur. C'était début décembre, et chaque cercle rouge qu'elle avait dessiné autour d'une date représentait un service où elle avait travaillé tard dans la nuit. Elle travaillait à temps partiel dans une épicerie locale le matin et nettoyait des bureaux le soir pour joindre les deux bouts. Elle était toujours épuisée, mais malgré cela, son cœur débordait d'excitation, car cette année, elle avait enfin réussi à mettre de côté une bonne partie de ses économies pour une escapade spéciale de Noël. Elle avait l'intention de surprendre les enfants avec un voyage dans un chalet d'hiver confortable, niché dans les montagnes enneigées. Son regard se posa sur la photo scotchée à côté du calendrier. C'était une photo de son mari Victor, debout à côté d'elle et des enfants lors d'une fête de fin d'année l'année précédente. Ellie et Ryan avaient l'air si heureux, les joues rougies par le froid, tandis que Victor et Lila arboraient un demi-sourire. Elle se souvenait trop bien de ce jour. Victor avait déjà l'air détaché. Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir que ce Noël pourrait réparer les liens effilochés de leur vie de famille, leur offrant un sentiment d'unité renouvelée. Elle glissa une mèche de cheveux noirs derrière son oreille et fredonna douce nuit en vérifiant le réfrigérateur. L'argent était rare, mais tout était planifié. Elle avait préparé un budget strict qui permettrait à la fois les nécessités quotidiennes et la location du chalet. L'excitation qu'elle ressentait n'était pas seulement due à la neige ou à l'attrait festif du chalet. C'était la promesse d'un lien familial ravivé, un souvenir de vacances magiques qui pourrait éclipser tout le stress qu'ils avaient subi tout au long de l'année. Cet après-midi-là, alors que Ryan s'entraînait à dessiner des bonshommes de neige sur la table de la salle à manger et qu'Ellie travaillait sur une maison en pain d'épices pour un projet scolaire, Lila décida qu'il était temps de partager son enthousiasme avec Victor. Cela faisait des semaines qu'ils n'avaient pas eu de conversation significative. Leur rencontre se terminait généralement par de brefs mots sur les enfants ou l'argent. Pour une raison quelconque, il semblait l'éviter. Pourtant, Lila s'accrochait à la conviction que l'esprit des fêtes pourrait adoucir sa distance. Quand Victor franchit enfin la porte d'entrée après le travail, il laissa tomber sa mallette sans cérémonie près de l'entrée. Ses yeux étaient fixés sur son téléphone, ses doigts tapotant un message. Il ne leva pas les yeux quand Lila le salua. Elle afficha un grand sourire et le suivit dans le salon. « Victor, pouvons-nous parler un instant ?» demanda-t-elle, essayant de mettre autant de chaleur que possible dans sa voix. Il laissa échapper un petit soupir, glissant son téléphone dans sa poche. « Bien sûr, mais fais vite. Je suis crevé. » Imperturbable, Lila s'installa sur le bord du canapé et commença. « Alors, j'ai économisé toute l'année. J'ai fait l'impasse sur quelques petites choses, j'ai réduit les dépenses où nous le pouvions. » Elle fit une pause, cherchant sur son visage le moindre signe d'intérêt, mais il semblait plus épuisé qu'autre chose. « Bref, j'espérais que nous pourrions faire quelque chose de spécial avec les enfants ce Noël. Un voyage. Peut-être quelques jours à la montagne. J'ai trouvé un charmant chalet. Il est confortable, avec une cheminée et des pistes à proximité où les enfants pourraient faire de la luge. » Pendant une seconde, les yeux de Victor brillèrent de ce qui semblait être de la curiosité, mais cela disparut en un instant. « Combien ça va coûter ?» demanda-t-il brusquement. Le ventre de Lila se noua. Elle s'était attendue à une certaine résistance initiale, mais la question la piqua quand même. « J'ai tout calculé. Ce n'est pas exorbitant. J'ai mis de l'argent de côté sur un compte séparé. Donc ça ne touchera pas à nos fonds principaux. » Il roula des yeux et s'enfonça plus profondément dans les coussins du canapé. « Si tu penses que c'est une bonne idée et que c'est toi qui paies, je suppose que je ne peux pas t'en empêcher, » dit-il, le ton indifférent. « Mais je suis débordé de travail. Ne t'attends pas à ce que je sois très présent. » Le cœur de Lila se serra. Il n'y avait aucun enthousiasme, aucune étincelle de joie qu'elle avait espéré voir dans les yeux de son mari. Elle avait l'impression de l'entraîner dans un projet qui ne l'intéressait absolument pas. Pourtant, elle insista, prête à tendre la main. « Nous pourrions planifier les dates en fonction de ton emploi du temps », offrit-elle doucement.
Peut-être que tu pourrais prendre quelques jours de congé. Victor fronça les sourcils. Je verrai ce que je peux faire, mais ne te fais pas trop d'illusions. Cette période de l'année est un cauchemar au bureau. Il se leva et se dirigea vers la cuisine, mettant fin de manière effective à la conversation. Lila resta sur le canapé, seule avec ses pensées. Elle était déçue, mais pas surprise. Au cours des derniers mois, peut-être même de la dernière année, Victor était devenu distant. Elle avait remarqué qu'il disparaissait pendant des heures, prétextant des dîners de travail ou des réunions urgentes. Leur conversation était brève, et sa patience avec les enfants s'était amenuisée. Mais elle chassa ses inquiétudes pour le moment. Lila se dit que peut-être toutes les familles traversaient des périodes difficiles. Peut-être que quelques jours de magie des fêtes à la montagne, à regarder la neige tomber et à siroter un chocolat chaud au coin du feu, pourraient réchauffer l'ambiance entre eux. Déterminée à offrir à ses enfants les meilleures vacances de tous les temps, elle jura silencieusement de ne pas laisser le désintérêt de Victor gâcher ses plans. Ce soir-là, elle se retira dans sa chambre, ferma la porte et se connecta à son ordinateur portable pour finaliser la réservation du chalet. En cliquant sur le bouton « Réserver maintenant », elle imagina Ellie et Ryan criant d'excitation en réalisant qu'ils passeraient Noël dans les collines enneigées. Cette image lui réchauffa le cœur. Elle repoussa momentanément ses inquiétudes concernant le comportement étrange de Victor. « Tout ira bien », murmura-t-elle à voix basse. « Ça doit aller. » C'était un simple souhait, mais chargé des espoirs et des rêves d'une mère qui ne voulait que le bonheur et la joie de Noël pour sa famille. Malgré l'indifférence apparente de son mari, Lila se permit de rêver d'un Noël vraiment parfait. Un Noël qui pourrait restaurer la tendresse qui avait autrefois honoré leur mariage. Sans le savoir, cette simple aspiration allait ouvrir la voie à des découvertes bouleversantes, à des chagrins d'amour et, finalement, à une chance d'un avenir meilleur qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Une semaine s'écoula, et chaque jour qui passait, Lila s'affairait au travail, barrant les tâches de sa liste interminable. Dans de rares moments de répit, elle se permettait de se laisser aller à des images du chalet. Un lodge en bois typique niché au pied d'une montagne, où des guirlandes de lumière scintillantes illuminaient le porche. Elle imaginait Ellie et Ryan construisant un bonhomme de neige sur la pelouse avant, et une douce lueur émanant d'une cheminée crépitante dans le salon. Elle essaya de partager ces visions agréables avec Victor. Cependant, chaque fois qu'elle évoquait le voyage, il marmonnait une réponse évasive ou prétendait être trop préoccupé par les exigences de son travail. Son attitude méprisante commençait à l'user, mais elle se rappelait que son objectif principal devait rester les enfants. Si Victor voulait participer activement à leurs vacances, il ferait l'effort. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui couvait sous la surface et qui rongeait ses intuitions. Il était plus qu'occupé. Il était secret. Presque tous les soirs, Victor avait une raison de quitter la maison, prétextant des dîners de travail ou des appels urgents de clients. Quand il était à la maison, son téléphone vibrait sans cesse de SMS, et il sortait de la pièce pour y répondre. Un soir de décembre glacial, Lila pliait le linge dans le salon quand Victor descendit en costume sombre, ajustant sa cravate dans le miroir près de la porte d'entrée. « Encore un événement professionnel ?» demanda-t-elle, essayant de ne pas paraître accusatrice. Il hocha la tête, sans la regarder dans les yeux. « Oui, c'est un dîner d'affaires que je ne peux pas manquer. » Son ton était sec, et il n'arrêtait pas de vérifier l'heure sur sa montre. Lila voulait en savoir plus, lui demander qui il rencontrait, s'il y avait une chance qu'il rentre tôt, ou s'il pouvait emmener les enfants pour un dessert de fête rapide après. Au lieu de cela, elle ravala ses questions, décidant de lui accorder le bénéfice du doute. « D'accord, » dit-elle doucement, retournant à son linge. « Dis-moi si tu rentres tard. » Il fit un bref signe de tête, enfila ses chaussures et partit sans même un au revoir. Alors que la porte se refermait, une vague de malaise envahit Lila. Autrefois, Victor l'invitait à ses dîners où mentionnait au moins les noms des personnes qu'il rencontrait. Maintenant, il ne donnait aucune information. Elle essaya de chasser ses soupçons, les attribuant au stress des fêtes. Le lendemain, Lila trouva un moment pour se confier à son amie, Marisol, qui travaillait avec elle à l'épicerie. Pendant leur pause déjeuner, les deux femmes se blottirent dans un coin de la salle de repos, sirotant un café tiède et grignotant des snacks de distributeurs. Marisol fronça les sourcils avec sympathie. « Il est distant depuis un moment, n'est-ce pas ?» Lila hocha la tête, remuant son café. « Oui. J'espère que ce voyage de Noël aidera. Peut-être qu'il est juste submergé par la cohue de fin d'année au travail. »
Marisol haussa les épaules. C'est possible. Ou peut-être qu'il fait face à quelque chose de personnel qu'il n'est pas encore prêt à partager. Elle tendit la main pour tapoter celle de Lila. Lui as-tu demandé directement? J'ai essayé, répondit Lila, sa voix tremblant légèrement. Il me donne toujours des réponses vagues. Il me regarde à peine dans les yeux, Marisol. Je ne me suis jamais senti aussi exclu dans mon propre mariage. Marisol soupira. Je te connais, Lila. Tu géreras ça avec grâce. Mais sois prudente. Si ton instinct te dit que quelque chose ne va pas, fais-lui confiance. Ce soir-là, quand Lila rentra à la maison, elle trouva la maison étrangement silencieuse. Ellie était dans sa chambre, lisant un conte de fées, et Ryan était étalé sur le sol du salon, dessinant des sapins de Noël. Victor n'était nulle part. Le cœur de Lila se serra en vérifiant son téléphone et ne voyant aucun message de sa part. Elle appela, pour tomber directement sur sa messagerie vocale. Elle prépara le dîner dans un silence solennel, faisant de son mieux pour engager les enfants dans une conversation joyeuse sur le voyage à venir. « Maman, tu penses qu'il y aura un grand sapin de Noël au chalet ?» demanda Ellie, les yeux pétillants d'anticipation. « Il pourrait y en avoir un », répondit Lila en souriant doucement. « Mais on peut toujours apporter nos propres décorations pour se sentir comme à la maison. Je pensais qu'on pourrait faire des guirlandes de pop-corn, accrocher des ornements, et même mettre des chaussettes près de la cheminée. » Ryan gloussa. « J'ai hâte de voir une vraie cheminée. Celle qu'on a est fausse, et elle n'est pas aussi chaude. » Il esquissa rapidement une cheminée à côté de son sapin, de petites flammes léchant les bords du dessin. Cela réchauffa le cœur de Lila de voir leur excitation, mais une inquiétude persistante taraudait son esprit. Où était Victor? Pourquoi s'était-il éloigné? Quelques heures plus tard, Victor rentra. Les enfants étaient déjà au lit, et Lila était assise dans le salon, consultant ses finances sur son ordinateur portable. Elle l'aperçut du coin de l'œil en entrant, mais elle continua de taper, déterminée à ne pas paraître trop empressée ou désespérée d'obtenir des réponses. Il retira son manteau et vint se placer derrière elle. « Tu travailles sur quelque chose ?» demanda-t-il. Elle nota son ton tendu. « Je vérifie juste nos dépenses », répondit-elle en forçant un petit sourire. « J'essaie de m'assurer que le voyage de Noël est entièrement couvert. » Il hocha la tête sans commentaire, puis monta dans leur chambre. Lila ferma son ordinateur portable avec un soupir et le suivit. Elle le trouva assis sur le bord du lit, retirant ses boutons de manchette avec un soin méthodique. « Comment s'est passée ta soirée ?» s'aventura-t-elle. « Bien, dit-il sèchement. Juste un tas de clients parlant des mêmes vieilles bêtises. Tu te serais ennuyé. » Elle réprima l'envie d'en savoir plus. « Eh bien, merci de travailler si dur, » offrit-elle, essayant de rester encourageante. « Je sais que c'est épuisant. » Victor haussa les épaules et se leva, jetant les boutons de manchette sur la table de chevet. Peu importe. Alors qu'il se détournait, Lila sentit une légère odeur de parfum inconnu sur sa veste de costume. Ça ne sentait aucun des parfums ou après-rasage qu'il portait habituellement, c'était une douceur florale. Elle sentit sa poitrine se serrer, un tourbillon de confusion mêlé à une pointe de jalousie. Était-ce son imagination, ou était-ce réel? Elle décida d'attendre, de voir s'il y avait une explication raisonnable. Mais les jours suivants ne firent qu'accentuer ses inquiétudes. Victor partait plus tôt le matin, rentrait plus tard, et était encore plus distant à la maison. L'odeur florale et légère qui s'était accrochée à lui une ou deux fois devint une présence récurrente. Il passait la plupart de ses soirées collé à son téléphone, envoyant des SMS à quelqu'un que Lila ne connaissait pas. Une nuit particulièrement froide, Victor sortit pour prendre un autre appel. Lila se retrouva à regarder par la fenêtre de la cuisine, le voyant faire les 100 pas dans la cour, le téléphone collé à l'oreille. Bien qu'elle ne puisse pas entendre ses paroles, la façon dont il regardait anxieusement autour de lui, comme s'il avait peur d'être entendu, fit battre son cœur. Ses fissures dans la glace. Son comportement secret, l'odeur florale sur ses vêtements, les appels interminables, étaient devenus impossibles à ignorer. Elle essaya de maintenir l'esprit des fêtes pour Ellie et Ryan, mais une profonde appréhension continuait de grandir en elle. Victor était-il simplement surmené, ou cachait-il quelque chose de bien plus grave? Lila s'accrochait à l'espoir que le voyage en famille au chalet pourrait apaiser son agitation inexplicable. Peut-être qu'une fois loin des exigences de son travail,
son humeur s'éclaircirait et l'ancien Victor, celui dont elle était tombée amoureuse, réapparaîtrait. Elle essaya de chasser ses plus sombres soupçons, se disant que bientôt, ils seraient tous ensemble dans un pays des merveilles enneigées, à griller des guimauves, à jouer à des jeux de société et à siroter un chocolat chaud au coin du feu. Mais dans les recoins silencieux de son esprit, le doute s'installait. Les fondations de son mariage semblaient plus fragiles que jamais, et le froid de cette réalité était plus mordant que n'importe quel vent d'hiver. Les jours approchaient de Noël, et l'excitation dans la maison grandissait, du moins pour Ellie et Ryan. Le cœur de Lila se serrait face au désintérêt inébranlable de Victor, mais elle faisait de son mieux pour maintenir l'esprit des fêtes pour les enfants. Elle n'avait jamais été du genre à s'apitoyer sur son sort. L'action était son mode par défaut, alors elle prépara secrètement les valises des enfants, y ajoutant des touches festives. Une petite boîte de chocolat en poudre, des pyjamas de reine assortis et un bonnet de Père Noël pour chacun. C'est un mercredi matin que tout s'est effondré. Lila se leva tôt pour se rendre à son travail à l'épicerie, avec l'intention de déposer un dernier chèque sur son compte spécial pour le voyage de Noël en chemin. Alors qu'elle tapait son mot de passe dans son application bancaire mobile, son sang se glaça. Le solde, qui aurait dû être largement suffisant pour couvrir la location du chalet, était presque à zéro. Son cœur battait la chamade, et ses doigts tremblaient alors qu'elle consultait l'historique des transactions. Une vague de panique l'envahit. L'activité récente montrait un virement important à plusieurs milliers de dollars de son compte spécial vers un autre compte intitulé Victor S. Elle cligna des yeux, incrédule, certaine de mal lire. Elle composa le numéro du service client de la banque, peinant à contenir son anxiété. Après quelques interminables minutes d'attente, un représentant confirma sa pire crainte, les fonds avaient été transférés la nuit précédente. Le compte du destinataire appartenait à Victor. La voix de Lila trembla. Mais comment? Je n'ai jamais autorisé ce virement. Êtes-vous sûr que c'était lui? Oui, madame, dit le représentant du service client en s'excusant. La demande a été faite en utilisant vos identifiants d'accès conjoints. Comme il s'agit d'un compte joint avec votre mari, nous ne pouvons pas annuler la transaction sans son approbation. Le choc fit place à la colère. Lila raccrocha et composa immédiatement le numéro de Victor. Il tomba directement sur la messagerie vocale au premier appel. Elle essaya de nouveau, le ventre noué. Pas de réponse. Elle tapa un texto précipité. Victor, s'il te plaît, appelle-moi dès que possible. L'argent pour le chalet a disparu. L'as-tu déplacé? J'ai besoin d'une explication. Dans les heures qui suivirent, elle jongla entre ses responsabilités professionnelles et ses tentatives frénétiques de joindre Victor. Chaque fois que son téléphone vibrait, son cœur sursautait, espérant que c'était lui avec une explication rationnelle. Mais il n'appela ni ne répondit par texto. Au lieu de cela, tout ce qu'elle reçut fut un message court et froid juste après le déjeuner. Ce voyage n'aura pas lieu. Arrête de gaspiller de l'argent sur des bêtises. L'impact de ces mots fut comme un coup physique. Lila laissa tomber son téléphone sur le bureau de la salle de repos, les larmes montant à ses yeux. Elle se précipita aux toilettes pour un moment d'intimité, s'appuyant contre le mur en essayant de reprendre son souffle. Son esprit s'emballa. Pourquoi ferait-il ça? Où était-il allé avec l'argent? Pourquoi ne pas au moins en discuter avec elle d'abord? D'innombrables questions tourbillonnaient, mais aucune réponse ne se présentait. Elle réussit à se forcer à terminer son service, priant pour qu'une conversation en face à face avec Victor ce soir-là puisse éclaircir la situation. Quand elle rentra à la maison, cependant, la maison était sombre. Ellie et Ryan étaient chez une voisine, coloriant joyeusement des cartes de Noël, sous la surveillance amicale de la voisine, car Lila avait demandé de l'aide pendant son service tardif. Victor était introuvable. Pas même un mot dans la cuisine ou un texto expliquant où il se trouvait. Désespérée d'obtenir des éclaircissements, elle composa son numéro à plusieurs reprises, mais chacun. Le tribunal bourdonnait faible murmure parcourant la foule comme de l'électricité statique. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur les bancs en acajou poli. À l'avant, Victor était assis avec un sourire suffisant, son costume sur mesure brillant sous les lumières fluorescentes. À côté de lui, Lola ajustait sa robe rouge moulante, les lèvres pincées tandis qu'elle balayait la salle du regard. La galerie était comble. Journalistes, influenceurs et curieux badauds tendaient le cou,
leur téléphone discrètement orienté pour capturer le drame. Mais un siège restait manifestement vide, celui de Zara. Victor se pencha vers Lola. Sa voix était basse mais assez forte pour que les spectateurs les plus proches l'entendent. « Elle ne viendra pas, dit-il. » Son ton dégoulinait de confiance. « Je te l'avais dit, elle n'a pas le cran. » Lola eut un sourire narquois, rejetant ses cheveux brillants par-dessus son épaule. Pauvre petite chose. Probablement en train de pleurer dans son café quelque part. Elle jeta un coup d'œil à ses ongles manucurés, feignant l'ennui, mais ses yeux se tournèrent vers la chaise vide de l'autre côté de l'allée. L'huissier, un homme costaud au regard pragmatique, se tenait près du banc du juge, consultant sa montre. 2 minutes, annonça-t-il, sa voix coupant court au bavardage. La foule se tut, mais la tension ne fit que s'épaissir. Au dernier rang, une journaliste murmura à sa collègue, « Tu penses qu'elle va vraiment manquer sa propre audience de divorce ?» Sa collègue, griffonnant des notes, haussa les épaules. « Si elle le fait, c'est dans la poche pour Victor. » « Tu as vu son avocat ? Ce type facture $1000 de l'heure. » L'avocat de Victor, un homme élégant aux cheveux gominés et au sourire de requin, ajusta sa cravate et se pencha pour murmurer quelque chose à Victor. Ils gloussèrent tous les deux, le son grinçant contre l'énergie nerveuse de la pièce. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Oncle Rémy, le riche oncle de Victor, était assis 3 rangs en arrière, ses cheveux argentés captant la lumière. Son visage était indéchiffrable, ses mains calmement jointes sur ses genoux. Il n'avait pas dit un mot depuis son arrivée, mais sa présence était imposante. Tout le monde savait que l'argent de Rémy était l'épine dorsale de la start-up de Victor et Zara, une entreprise technologique sur le point de rapporter des millions. Si Zara ne se montrait pas, l'investissement de Rémy resterait avec Victor. Et Victor comptait là-dessus. L'horloge semblait sonner plus fort dans le silence. Plus qu'1 minute. Dehors, devant le palais de justice, Naomi faisait les 100 pas sur le trottoir, ses talons claquant contre le béton. La chaleur de Miami était implacable, pressant contre sa peau, mais elle la remarquait à peine. Son téléphone était collé à son oreille, l'appel tombant directement sur la messagerie vocale pour la 3e fois. « Zara, où es-tu » marmonna-t-elle en raccrochant et en recomposant. Naomi était la meilleure amie de Zara, sa confidente, son organisatrice de l'ombre. Elle était petite mais féroce, avec des yeux vifs et un esprit qui ne manquait rien. Aujourd'hui, elle portait un blazer et une jupe sur mesure, ses cheveux tirés en un chignon serré, incarnant à la perfection la femme d'affaires. Mais son calme extérieur cachait une tempête d'inquiétude. Zara n'avait pas répondu depuis la nuit dernière, et l'instinct de Naomi lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle cessa de faire les 100 pas et s'appuya contre un palmier, parcourant leur dernier échange de SMS. Le dernier message de Zara, envoyé à 2h17 du matin, était énigmatique, « Tout est prêt. Fais-moi confiance. » Naomi fronça les sourcils, son pouce planant au-dessus de l'écran. « Te faire confiance, murmura-t-elle. Ma belle, tu me tues là. » Un groupe de paparazzi traînait à proximité, leurs appareils photo braqués sur les portes du palais de justice. L'un d'eux, un type débraillé avec une casquette de baseball, donna un coup de coude à son copain. « C'est l'ami, non ? Naomi quelque chose. Elle est là depuis ce matin. » Son copain, mâchant du chewing-gum, hocha la tête. « Je parie qu'elle sait où est Zara. Tu penses qu'on devrait demander ? » « Non, » dit le premier gars en zoomant avec son objectif. « Elle a l'air de pouvoir nous arracher la tête. » Naomi surprit leur regard et leur lança un regard qui aurait pu faire tourner du lait. Ils se détournèrent rapidement, faisant semblant d'ajuster leur équipement. Elle n'avait pas de temps pour leur jeu. Zara était sa priorité. Et le temps pressait. Elle composa un autre numéro. Celui-ci était simplement étiqueté Gilles dans ses contacts. Il sonna 2 fois avant qu'une voix grave et rocailleuse ne réponde. « Naomi. »« Julius, dit-elle, la voix basse. Dis-moi qu'elle est avec toi. » Une pause. « Elle est en sécurité. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » La mâchoire de Naomi se contracta. En sécurité, ça ne suffit pas. Elle est censée être ici, Julius. L'audience commence dans. Elle regarda sa montre. 10 minutes. Si elle ne se présente pas, Victor repart avec tout. Une autre pause. Puis, un léger gloussement.
Tu penses que Zara est du genre à laisser ça arriver? Naomi expira, se frottant la tempe. Je ne sais plus quoi penser. Elle est différente depuis cette nuit-là. Elle a un plan, dit Julius. Comme toujours. Contente-toi de tenir les loups à distance là-bas. L'appel se termina avant que Naomi ne puisse argumenter. Elle fixa son téléphone, partagé entre la frustration et l'espoir. Julius était le joker de Zara, un ancien marine devenu chauffeur privé, doué pour apparaître quand les choses se compliquaient. Si Zara était avec lui, elle ne se cachait pas seulement. Elle se préparait. Mais à quoi? À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Hélène prit place sur son siège, sa robe noire s'installant autour d'elle comme un nuage d'orage. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, avec des pommettes saillantes et des yeux encore plus vifs qui semblaient voir à travers tout le monde dans la pièce. Sa réputation était en béton. Pas de chichi, pas d'excuses. Elle ajusta ses lunettes et balaya la salle du regard, son regard s'attardant sur la chaise vide de Zara. « Monsieur Victor. » dit-elle, sa voix calme mais autoritaire. « Il semble que votre femme soit absente. Voulez-vous nous expliquer ?» Victor se leva, boutonnant sa veste avec panache. « Votre honneur, je suis aussi surpris que vous, dit-il, son ton suave comme de la soie. Zara a toujours été imprévisible. Je suppose qu'elle a accepté la réalité de notre situation. » Lola étouffa un gloussement, couvrant sa bouche avec sa main. Les yeux de la juge se posèrent sur elle, se plissant légèrement. « Et vous êtes ?» Lola se figea, sa confiance s'évaporant. « Lola Martinez, votre honneur. »« Je suis une amie. »« Une amie ?» répéta la juge Hélène, son ton assez sec pour fendre la pierre. « Notez. Asseyez-vous, Madame Martinez. » Lola s'enfonça dans son siège, les joues rougissantes. Victor s'éclaircit la gorge, imperturbable. « Votre honneur, si je puis me permettre, l'absence de Zara ne fait que prouver ce que je dis. Elle n'est pas sérieuse dans ce processus. Je demande à ce que nous procédions sans elle. » La juge haussa un sourcil. « Vous demandez à procéder? Monsieur Victor, nous ne sommes pas dans votre salle de conseil. Ce n'est pas vous qui donnez les ordres ici. » Une vague de rire parcourut la galerie. L'avocat de Victor lui murmura quelque chose à l'oreille, mais Victor l'écarta d'un geste de la main, son sourire se crispant. « Bien sûr, votre honneur. Je voulais seulement dire. Je sais ce que vous vouliez dire. » L'interrompit la juge Hélène. « Vous avez 15 minutes. Si Madame Zara n'apparaît pas, je déciderai de la manière de procéder. D'ici là, asseyez-vous et arrêtez de me faire perdre mon temps. » Victor s'assit, sa mâchoire tressaillant. Lola se pencha, murmurant. « Elle est si grossière. Pour qui se prend-elle? C'est elle qui peut nous faire ou nous défaire, » siffla Victor en retour. « Ferme-la. » Au troisième rang, oncle Rémi bougea sur son siège, son expression toujours indéchiffrable. Il sortit son téléphone et tapa un message rapide, ses doigts se déplaçant avec une précision délibérée. Le nom du destinataire n'était pas visible, mais le message était court. Où est-elle? L'huissier vérifia de nouveau sa montre. 10 minutes, annonça-t-il. La foule s'agita, les chuchotements s'intensifiant. Les journalistes tapaient furieusement. L'un d'eux tweeta en direct le drame. Un tweet, d'un compte de potin local, disait « Zara absente à sa propre audience de divorce ». Victor sourit comme s'il avait déjà gagné. Hashtag Dramé à Miami. Mais tout le monde n'était pas convaincu par la confiance de Victor. Une femme à l'arrière, une vieille amie de la mère de Zara, se pencha vers sa compagne. « Zara n'est pas du genre à fuir, dit-elle doucement. Elle prépare quelque chose. Je le sens. » Sa compagne hocha la tête. Victor va avoir un réveil brutal. Regarde bien. 2 semaines plus tôt, la lune était basse sur la côte de Miami, jetant une lueur argentée sur la maison de plage que Zara avait héritée de sa grand-mère. La maison était son sanctuaire, une villa moderne et élégante avec des baies vitrées et une plage privée. Elle avait mis tout son cœur dans chaque détail, les rideaux en lin blanc, la table basse en bois flotté, les photos encadrées d'elle et de Victor à des époques plus heureuses. Ce soir-là, cependant, la maison semblait étrange. Zara était rentrée plus tôt d'un voyage d'affaires, son vol atterrissant à minuit. Elle n'en avait pas parlé à Victor, elle voulait le surprendre.
Au lieu de cela, c'est elle qui fut surprise. Le premier indice fut les chaussures. Une paire de talons aiguilles rouges, vulgaires et inconnus, gisait près de la porte d'entrée. L'estomac de Zara se noua, mais elle resta silencieuse, ses pieds nus se posant doucement sur le parquet. Elle se déplaça dans la maison comme un fantôme, son foulard de soie traînant derrière elle. Puis elle entendit un rire, bas et intime venant de la chambre principale. Elle s'arrêta devant la porte, sa main planant au-dessus de la poignée. Son cœur battait la chamade, mais son visage resta calme, presque étrangement serein. Elle poussa la porte. Victor était affalé sur le lit, la chemise déboutonnée, un verre de whisky à la main. Lola était assise à califourchon sur lui, sa robe rouge relevée, gloussant en lui versant du champagne dans son verre. Ils ne remarquèrent pas Zara au début, trop absorbés dans leur bulle. Puis Lola leva les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle se dépêcha de descendre de Victor, manquant de renverser le champagne. « Oh mon Dieu !» balbutia-t-elle. « Zara, je... » Victor se redressa, son visage un mélange de choc et de défi. « Zara, dit-il, sa voix ferme malgré la situation. Tu es rentrée plus tôt. » Zara ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, ses yeux sombres les étudiant comme un scientifique examinant des spécimens. « Plus tôt, dit-elle doucement. Ou juste à temps. » Lola attrapa son sac à main, ses mains tremblantes. « Je devrais y aller, marmonna-t-elle en évitant le regard de Zara. « Reste, dit Zara, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Tu es déjà à l'aise. » Lola se figea, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Victor se leva, boutonnant sa chemise. « Zara, ne faisons pas de scène, dit-il, son ton condescendant. Tu es partie pendant des semaines. Des choses arrivent. Des choses arrivent, répéta Zara, sa voix basse et dangereuse. Comme toi couchant avec elle dans ma maison. Sur mon lit. Avec mon argent finançant votre petit rendez-vous. Les yeux de Victor se plissèrent. Ne commence pas avec ça. Tu sais que l'entreprise est autant à moi qu'à toi. Zara inclina la tête, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Vraiment? La question resta en suspens, lourde de sous-entendus. Lola bougea, mal à l'aise, ses yeux allant de l'un à l'autre. Victor, peut-être qu'on devrait. La ferme, Lola, lança Victor, son sang-froid se fissurant. Il se retourna vers Zara. Tu veux jouer salement? Très bien. Mais tu n'es pas aussi intelligente que tu le penses. Le sourire de Zara ne faiblit pas, nous verrons. Elle se tourna et sortit, les laissant dans un silence stupéfait. En bas, elle sortit son téléphone et composa le numéro de Naomi. C'est pire que ce que nous pensions, dit-elle quand Naomi répondit. J'ai besoin de toi ici. Maintenant. Naomi n'hésita pas, j'arrive. Que s'est-il passé? Zara se tenait près de la fenêtre, fixant l'océan. Je les ai trouvés. Dans mon lit. Naomi jura à voix basse. Ce salaud. Qu'est-ce que tu veux faire? La voix de Zara était calme, presque sereine. Je veux tout réduire en cendres. Mais pas tout de suite. Elle raccrocha et fit défiler jusqu'à un autre contact. Astérisque Julius astérisque. Elle tapa un seul message, c'est l'heure. Sois prêt. Alors que les vagues se brisaient à l'extérieur, l'esprit de Zara était déjà en pleine course, traçant chaque mouvement, chaque détail. Victor pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La nuit de Miami était lourde d'humidité, l'air assez épais pour étouffer. Zara se tenait sur le balcon de sa maison de plage, le fracas rythmé de l'océan contrastant vivement avec la tempête qui faisait rage en elle. La confrontation avec Victor et Lola l'avait laissé imperturbable en surface, mais sous son calme extérieur, un feu brûlait. Son foulard de soie flottait dans la brise alors qu'elle serrait son téléphone, ses jointures pâles contre l'étui sombre. Elle fit défiler jusqu'à un contact simplement étiqueté JB et appuya sur appeler. La ligne sonna une fois avant qu'une voix grave et rocailleuse ne réponde. Zara. Julius, dit-elle, sa voix ferme mais empreinte de détermination. C'est l'heure. J'ai besoin que la limousine soit prête pour le 25. Une pause à l'autre bout, du genre qui a du poids. Julius n'était pas juste un chauffeur. C'était un ex-marine,
un homme qui avait vu assez de batailles pour savoir quand une se préparait. Tu es sûr de ça, demanda-t-il, son ton prudent mais non dubitatif. Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. Les lèvres de Zara se courbèrent en un léger sourire, ses yeux fixés sur l'horizon. Je n'ai jamais été aussi sûr. Il pense qu'il est intouchable. Je vais lui montrer que non. Julius gloussa, un grondement sourd qui ressemblait à du gravier qui bouge. C'est la Zara que je connais. Quel est le plan? Elle s'appuya contre la balustrade du balcon, sa voix s'abaissant presque jusqu'à un murmure. Le tribunal est sa scène en ce moment. Il s'attend à ce que je m'effondre, que je me cache. J'ai besoin que tu t'assures que j'arrive d'une manière qu'il n'oubliera jamais. Limousine noire, vitre teintée sur mesure, tout le tralala. Et Julius. Fais-le de manière spectaculaire. Le spectaculaire est mon deuxième prénom, dit-il, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Tu veux le package complet? Lumière, musique, tout le spectacle. Tout, dit Zara. Il a passé des années à me faire sentir petite. Le 25, je veux qu'il ait l'impression de n'être rien. Julius laissa échapper un sifflement lent. Tu joues la carte de la fermeté. J'aime ça. Je préparerai la bête. Polie, ronronnante et méchante. Autre chose? Zara hésita, ses doigts se resserrant autour du téléphone. Garde ça secret. Personne ne le sait à part toi et Naomi. Même pas Rémi. Oncle Frick, demanda Julius, une pointe d'amusement dans son ton. Tu ne lui fais pas confiance? Je lui fais confiance pour faire ce qui est le mieux pour son portefeuille, dit Zara. En ce moment, c'est Victor. Je dois changer la donne avant que Rémi ne choisisse un camp. Malin, dit Julius. D'accord, je suis partant. Concentre-toi sur ta partie. Je m'occupe du transport. Zara expira, la tension dans ses épaules s'apaisant légèrement. Merci, Julius. Je savais que je pouvais compter sur toi. Toujours, dit-il. Maintenant, va dormir un peu. Tu as une guerre à gagner. L'appel se termina, et Zara resta là, fixant les vagues. Le sommeil était la dernière chose à laquelle elle pensait. Elle traçait déjà chaque mouvement, chaque détail, chaque mot qu'elle dirait dans cette salle d'audience. Victor l'avait sous-estimé pour la dernière fois. Le lendemain matin, l'appartement de Naomi était une salle de guerre. Des papiers jonchaient la table à manger, relevé bancaire, impression de mail et une clé USB étiquetée, pièce à conviction A. L'air sentait le café et la détermination. Naomi, en haut noir sans manches et en jean, faisait les 100 pas, son téléphone coincé entre l'oreille et l'épaule tandis qu'elle griffonnait des notes. Zara était assise en face d'elle, calme comme toujours, sirotant un expresso et feuilletant une pile de photos. Reçu, dit Naomi au téléphone, sa voix sèche. J'ai besoin que ces horodatage soient vérifiés d'ici demain. Pas d'excuses. Elle raccrocha et se tourna vers Zara, jetant son téléphone sur la table. Le détective privé est dessus. Il récupère les images de sécurité de l'hôtel où Victor et Lola étaient le mois dernier. Nous aurons la preuve qu'ils font ça depuis plus longtemps qu'il ne l'admet. Zara hocha la tête, ses yeux parcourant une photo de Victor et Lola quittant une boîte de nuit, ses bras passés autour de sa taille. Bien. Plus on en a, mieux c'est. Il compte sur le fait que je n'ai rien. Naomi ricana, se laissant tomber sur une chaise. C'est un idiot. Tu as de quoi l'enterrer 2 fois. Elle tapota la clé USB. Rien que ça, ces messages vocaux, les virements bancaires, les signatures falsifiées, ça pourrait l'envoyer en prison, Zara. Pourquoi s'arrêter au divorce? Zara posa la photo, son expression indéchiffrable. Parce que la prison, c'est trop facile. Je veux qu'il perde tout. Son argent, sa réputation, son avenir. Je veux qu'il se réveille chaque jour en sachant que je lui ai tout pris. Naomi se pencha en arrière, un lent sourire s'étalant sur son visage. Punaise, ma belle. Rappelle-moi de ne jamais te chercher des noises. Zara s'autorisa un petit sourire. Tu es en sécurité. Pour l'instant. Elles rirent toutes les deux, la tension se brisant un instant. Naomi attrapa son café, puis s'arrêta, ses yeux se plissant. D'accord, mais sérieusement, c'est quoi cette histoire de limousine? Tu m'as balancé ça hier soir comme si de rien n'était.
raconte. Zara se pencha en avant, sa voix basse et délibérée. Victor adore le spectacle. Il en vit. Les costumes de luxe, les voitures tapent à accent grave-l'œil, la façon dont il entre dans une pièce comme si elle lui appartenait. Je vais utiliser ça contre lui. Quand je me présenterai le 25, je veux que tous les yeux soient sur moi. Je veux qu'il sente le sol trembler sous ses pieds avant même que je dise un mot. Les yeux de Naomi s'illuminèrent. Oh, c'est bon, ça. Tu ne te contentes pas de te présenter, tu lui voles la vedette. Et la robe? Dis-moi que tu as prévu quelque chose pour ça aussi. Le sourire de Zara devint malicieux. Disons que c'est une déclaration. Tu la verras quand elle sera prête. Naomi frappa dans ses mains, rebondissant presque sur son siège. J'adore ça. D'accord, donc nous avons les preuves, l'entrée, la robe. Et Rémi? C'est le Joker. S'il soutient Victor. Pell aboutissait à la messagerie. 1 heure plus tard, elle entendit la porte d'entrée grincer. Lila se précipita hors de la cuisine, s'attendant à voir Victor. Au lieu de cela, elle ne trouva qu'Ellie et Ryan, rigolant avec une poignée de cartes de Noël faites maison dans les bras. Leur voisine, Madame Gilmore, lui fit un signe de la main amicale depuis le porche. Merci de les avoir gardées, lui dit Lila, esquissant un sourire crispé. J'apprécie vraiment. Quand vous voulez. Répondit doucement Madame Gilmore, remarquant la tension dans les yeux de Lila. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, une fois les enfants à l'intérieur, Lila essaya de maintenir une façade calme. Alors, comment c'était chez Madame Gilmore, demanda-t-elle en prenant leur veste. Ellie rayonnait. On a fait des cartes pour le Père Noël. Et Ryan a dessiné un immense traîneau avec des rennes. C'était trop amusant. C'est merveilleux, dit Lila, forçant un grand sourire. Elle ne voulait pas qu'il ressente la tension qui émanait d'elle. Alors qu'elle les aidait à se préparer pour le lit, son téléphone vibra de nouveau. Elle vérifia l'écran, le ventre se retournant d'appréhension, espérant que ce pourrait être Victor enfin prêt à parler. Mais il n'y avait aucun texto de sa part, seulement un rappel automatique concernant une facture de carte de crédit en retard. Après avoir mis les enfants au lit, Lila se retira dans le salon. Elle s'enfonça dans le canapé, les mains jointes, l'esprit tourbillonnant de confusion et d'inquiétude. Pourquoi Victor saboterait-il le voyage en famille, surtout celui pour lequel elle avait économisé toute l'année? Il était douloureusement évident qu'il n'avait aucun intérêt à passer les vacances avec eux, mais s'assurer activement que le voyage ne puisse pas avoir lieu était cruel. À minuit, le téléphone de Lila vibra, brisant le silence. Elle se jeta dessus, pleine d'espoir, pour ne trouver qu'un autre texto de Victor, plus court et plus froid que le dernier. Ne m'appelle pas. On parlera quand je serai prêt. Pas de bonjour. Pas de je suis désolé. Rien. Les yeux de Lila la piquèrent de larmes. Elle réussit à taper une seule réponse, nous devons en discuter en personne, avant de jeter son téléphone de côté. Le sommeil était impossible, alors elle resta assise, tremblant d'un mélange de colère, de trahison et de désespoir. Elle se força à penser de manière pratique. La location du chalet nécessitait son paiement final dans 2 jours, sinon il perdrait la réservation. Elle n'avait aucun moyen d'accéder au fonds volé. Sans cet argent, le voyage de rêve qu'elle avait orchestré s'évanouirait. Ellie et Ryan avaient été si excités, la pensée de les décevoir lui fendit le cœur. Pourtant, quel choix avait-elle? L'argent avait disparu, volé par l'homme même qui était censé être son partenaire pour subvenir aux besoins de leur famille. Elle fixa les petites lumières du sapin de Noël scintillant dans le coin, chaque ampoule se reflétant dans ses yeux remplis de larmes, et ressentit un sentiment de perte accablant, non seulement du voyage, mais aussi de la confiance qu'elle avait autrefois en son mari. Pendant les heures sombres, elle oscilla entre la colère et la tristesse. Au matin, une chose était certaine, elle ne pouvait plus ignorer les actions de Victor. Quelle que soit sa raison, cela ne justifiait pas de vider son compte sans préavis, ni les messages froids qui suivirent. Elle jura de le confronter, d'exiger la vérité. Mais ce moment de vérité devrait attendre, car Victor était introuvable. Ses appels restaient sans réponse, son côté du placard restait intact, et même sa ligne de bureau la menait à une réceptionniste méprisante déclarant qu'il était en déplacement pour affaires personnelles. C'était comme si son mari avait tout simplement disparu,
laissant derrière lui une traînée de questions sans réponse et des vacances familiales brisées. Les enfants dormant à l'étage et les lumières du sapin de Noël brillant doucement, Lila se sentit plus seule que jamais. Malgré tout, elle posa une main sur sa poitrine, se ressaisissant. Pour Ellie et Ryan, elle resterait forte. D'une manière ou d'une autre, elle sauverait le Noël qu'ils méritaient, quel qu'en soit le coût. Dans les jours qui suivirent, Lila adopta une routine de mots soigneusement choisis et d'excuses voilées pour éviter qu'Ellie et Ryan ne s'inquiètent. Chaque fois qu'ils demandaient des nouvelles de Victor, elle parlait d'un ton doux et rassurant, affirmant qu'il travaillait très dur et expliquerait tout bientôt. Au fond d'elle, elle craignait que sa propre foi en ses paroles ne soit aussi fragile qu'un flocon de neige au soleil. Sa patience finit par s'épuiser. Après des appels et des textos répétés sans résultat, elle prit la douloureuse décision de fouiller dans les affaires de Victor à la recherche du moindre indice sur son comportement soudain. L'idée la fit grimacer, cela ressemblait à une violation de la vie privée. Mais elle se raisonna en se disant que la vie privée allait dans les deux sens, et qu'il avait totalement ignoré la sienne en vidant ses économies sans un mot. Un après-midi glacial, elle se retrouva dans leur chambre, fouillant les tiroirs de son bureau. Elle ne découvrit rien de notable, juste quelques vieux reçus, des cartes de visite et des stylos éparpillés. Ensuite, elle porta son attention sur la mallette de Victor, qu'il avait négligemment laissée par terre. Son pouce accéléra en l'ouvrant, s'attendant à moitié à trouver quelque chose de compromettant. À l'intérieur se trouvait une pile de documents. À première vue, il ressemblait à d'ennuyeux contrats de travail et à des feuilles de calcul. Mais nichés parmi eux, elle trouva des reçus pour des achats extravagants, des restaurants haut de gamme où elle n'avait jamais mis les pieds, des sacs à main et des bijoux de créateurs bien au-delà de ses moyens, et des livraisons de fleurs adressées à une certaine Caroline. Le souffle de Lila se coupa. Qui était Caroline? Pourquoi Victor lui achetait-il des cadeaux aussi chers? Une sensation nauséabonde lui tordit l'estomac alors que la prise de conscience commençait à s'installer. Se pourrait-il que Victor ait une liaison avec une autre femme? Elle ressentit une combinaison écrasante de colère, d'incrédulité et de chagrin. Rassemblant le courage de continuer, elle examina d'autres reçus, chacun confirmant le même soupçon. C'étaient des dépenses personnelles, non liées au travail. Ses mains tremblantes tenaient un reçu pour un week-end dans un spa de luxe. Le nom Victor S. y figurait, ainsi qu'un deuxième invité nommé Caroline S., impliquant clairement une chambre partagée. Elle eut l'impression que son monde venait de chavirer. Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle les refoula. C'était presque surréaliste. Elle connaissait Victor depuis plus d'une décennie, l'avait regardé bercer leur nouveau-né, s'était appuyée sur lui dans les moments difficiles, même si cette dépendance était principalement émotionnelle. Maintenant, tout cela semblait vide de sens. Éclipsée par une trahison si profonde qu'elle était difficile à imaginer, une rage soudaine lui serra le cœur. Elle se souvint de l'odeur florale qui s'accrochait à ses costumes, des appels tardifs, et de son mépris froid pour ses tentatives de renouer le contact. Tout prenait sens maintenant, d'une manière dévastatrice et déchirante. Elle se releva du sol, serrant les reçus dans une main. Elle fit les 100 pas dans la pièce, les larmes menaçant de couler. Mêlée à son chagrin se trouvait une indignation féroce. Non seulement il avait utilisé l'argent qu'elle avait économisé pour les vacances des enfants, mais il l'avait dépensé pour une autre femme. Comment pouvait-il être aussi insensible? Le bruit de petits pas dans le couloir la fit se figer. Rapidement, elle rangea les reçus dans un tiroir de placard, ne voulant pas qu'Ellie ou Ryan la voient dans cet état. Un coup à la porte suivit, et la voix d'Ellie se fit entendre. « Maman? Tu es là? Ryan et moi voulons faire des biscuits. On ne trouve pas les emporte-pièces. » Lila inspira brusquement, s'essuya les yeux et essaya de stabiliser sa voix. « J'arrive tout de suite, ma chérie. »« D'accord, » dit Ellie, sa voix s'estompant alors qu'elle s'éloignait en courant. Lila se composa du mieux qu'elle put. Les enfants avaient besoin d'elle, surtout maintenant. Il y aurait du temps plus tard pour affronter Victor, pour exiger une explication pour cette trahison. Pour l'instant, elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle devait rester concentrée sur Ellie et Ryan. Ils étaient innocents, ignorant béatement la tempête qui faisait rage sous la surface. Elle sortit de la chambre, affichant un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Alors que l'arôme de la pâte à biscuits fraîche flottait depuis la cuisine, Lila se prépara au rôle qu'elle était forcée de jouer. Le parent fiable, la présence stable dans leur jeune vie. À l'intérieur,
elle était une boule bouillonnante de douleur et de trahison, mais elle l'enterra sous un vernis de normalité. Plus tard dans la soirée, quand les enfants furent profondément endormis, Lila laissa tomber son masque. Elle se retira dans le salon, où la lueur des lumières de Noël dansait sur les murs. Là, elle se permit de pleurer. Des larmes silencieuses qu'elle refusait de laisser assombrir sa présence auprès des enfants. Chaque larme emportait un morceau du rêve qu'elle avait autrefois. Le rêve d'une famille chaleureuse et unie, construisant des traditions de Noël qui résisteraient à l'épreuve du temps. À chaque sanglot, elle sentait ce rêve s'effriter, remplacé par une sombre réalité. Victor avait choisi une autre femme. Une femme plus jeune, de surcroît. Il avait trahi non seulement Lila, mais aussi Ellie et Ryan. L'argent qui devait apporter de la joie à leur famille avait financé le plaisir de quelqu'un d'autre. Au moment où ses larmes séchèrent, la colère avait de nouveau pris racine, plus forte qu'avant. Elle décida que la trahison de Victor ne volerait pas les souvenirs de vacances d'Ellie et Ryan. Elle n'avait peut-être plus qu'une poignée de dollars sur son compte courant, mais elle refusait de laisser ses actions égoïstes définir le Noël de ses enfants. Assise sur le canapé, elle élabora un plan mental. Elle vendrait tout ce dont elle pouvait se passer, des vêtements non portés, des appareils électroménagers inutilisés, peut-être même certains de ses précieux bijoux. Elle prendrait des heures supplémentaires, peu importe son état de fatigue. La question de savoir si la location du chalet était encore récupérable la tourmentait, mais elle devait essayer. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Presque minuit. Rassemblant son courage, elle essaya d'appeler Victor une dernière fois. Comme prévu, l'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Elle ne prit pas la peine de laisser un message. Au lieu de cela, elle envoya un texto. « Je sais pour Caroline. J'ai trouvé les reçus. Tu as pris notre argent de Noël pour elle. Sois prêt à en parler. Les enfants et moi méritons des réponses. » Puis, les mains tremblantes, elle éteignit son téléphone. Elle avait besoin de se reposer, ne serait-ce que quelques heures, avant de retourner à ses emplois. Le sommeil fut insaisissable, son esprit tourbillonnant avec l'horrible vérité qu'elle avait découverte. Elle resta éveillée, contemplant la lueur vacillante du sapin de Noël. C'était une nuit silencieuse dehors, la neige tombant en douces rafales, mais à l'intérieur d'elle, une tempête faisait rage. La vérité faisait plus mal qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Pourtant, sous l'angoisse, une étincelle tenace de résolution commença à brûler. Elle était avant tout une mère, et rien ne l'empêcherait de préserver la joie des fêtes pour Ellie et Ryan. Victor avait peut-être essayé d'anéantir ses plans, mais elle refusait de le laisser réussir. Le matin après sa découverte, Lila se leva avant l'aube. Des cernes sombres marquaient ses yeux, et son corps semblait lourd de fatigue. Pourtant, elle se força à enfiler son manteau chaud et à se rendre à son premier travail. Pendant son service du matin à l'épicerie, elle afficha un sourire poli et aida les clients à trouver les ingrédients parfaits pour leur repas de fête. À l'intérieur, ses pensées étaient loin de l'esprit des fêtes. Elle ne cessait de se remémorer les reçus avec le nom de Caroline, les cadeaux somptueux et les textos froids et suffisants de Victor. 1 million de questions la tourmentaient, mais aucune n'était aussi importante que d'assurer le bonheur d'Ellie et Ryan. Si elle se laissait aller, ses enfants souffriraient encore plus. Pendant sa pause déjeuner, Marisol la trouva dans la salle de repos, penchée sur son téléphone alors qu'elle cherchait comment trouver des petits boulots supplémentaires pendant les vacances. « Et, ça va ?» demanda Marisol, le front plissé d'inquiétude. Lila esquissa un mince sourire. « J'essaie » répondit-elle, puis fit une pause, se demandant si elle devait confier les derniers développements. Marisol avait toujours été d'un grand soutien, mais Lila était gênée et avait le cœur brisé. Avec un soupir, elle décida que le fardeau était trop lourd à porter seule. Elle raconta tout, le compte vidé, les reçus pour des cadeaux somptueux et les textos cruels de Victor. Le visage de Marisol s'affaissa, et elle secoua la tête avec incrédulité. « C'est horrible » murmura Marisol. « Je suis vraiment désolée, Lila. Tu ne mérites pas ça. » Lila serra la mâchoire, déterminée à ne pas pleurer de nouveau. « Ça semble irréel. Mais je dois tenir le coup. J'essaie de trouver du travail supplémentaire. Je ne peux pas laisser les enfants rater Noël à cause de sa trahison. » Marisol hocha la tête avec soutien. « Je garderai l'œil ouvert. Parfois, le magasin a besoin d'aide supplémentaire pour le réapprovisionnement de nuit. C'est un travail exténuant,
mais c'est payer une fois et demie le taux normal pendant les vacances. Le cœur légèrement plus léger, Lila remercia son ami. Si c'est une option, je le ferai. Ce n'est plus à propos de moi. C'est pour donner à mes enfants quelque chose à espérer. À la fin de son service, Lila alla chercher les enfants à l'école, les accueillant avec une étreinte affectueuse. Ellie babilla avec enthousiasme à propos d'une pièce de théâtre de Noël à l'école, tandis que Ryan agitait un dessin du Père Noël et de ses reines. Leur enthousiasme débridé pour la saison rappela à Lila pourquoi elle devait persévérer. Ce soir-là, une fois que les enfants eurent terminé leurs devoirs et regardé un film de Noël, Lila disparut dans sa chambre. Elle commença à trier son placard et ses tiroirs, sortant les articles qu'elle pouvait vendre. Il y avait des vêtements qu'elle n'avait pas portés depuis des années, quelques paires de chaussures encore dans leur boîte, et des bijoux, certains de Victor, ironiquement, rangés au fond d'un tiroir. Elle ouvrit une petite boîte en velours, révélant un fin bracelet en or que Victor lui avait offert pour leur 8e anniversaire de mariage. Ses doigts caressèrent la chaîne délicate, se rappelant comment elle avait autrefois chéri ce symbole de leur amour. Maintenant, il semblait souillé, un rappel de promesses vides. Sa gorge se serra, mais elle se ressaisit, plaça le bracelet dans une pile marquée à vendre et referma la boîte. Quand elle eut terminé, elle avait rassemblé 2 boîtes pleines d'articles qu'elle prévoyait de vendre ou de mettre au clou. Ce n'était pas une solution idéale, mais c'était un début. Elle prit des photos et les publia sur un marché en ligne local, fixant des prix fermes mais juste dans l'espoir d'une vente rapide. Au cours des jours suivants, elle jongla avec son emploi du temps comme une acrobate, acceptant toutes les heures supplémentaires qu'elle pouvait trouver. À l'épicerie, elle accepta de couvrir les nuits tardives pour réapprovisionner les étagères. Les week-ends, elle accepta de petits contrats de nettoyage pour des entreprises locales. Marisol la présenta à une femme qui avait besoin d'aide pour le traiteur d'une fête de Noël, alors Lila passa son samedi soir à faire la vaisselle et à couper des plateaux de fruits. Le dimanche soir, ses muscles lui faisaient mal et ses yeux la brûlaient par manque de sommeil, mais elle réussit à empocher une petite somme d'argent supplémentaire. Ses efforts portèrent leurs fruits par petites touches. Les annonces sur le marché local aboutirent lentement à des ventes, lui rapportant assez pour au moins envisager de payer la facture finale du chalet. Elle envoya rapidement un email au propriétaire du chalet, expliquant qu'une urgence familiale avait retardé son paiement final, et promit d'envoyer l'argent la semaine suivante. Le propriétaire, compatissant aux difficultés des vacances, accepta de lui accorder un court délai de grâce. Malgré cette lueur d'espoir, le bilan émotionnel était immense. Lila n'avait pas eu de nouvelles de Victor depuis des jours, et chaque texto qu'elle envoyait restait sans réponse. Elle commençait à soupçonner qu'il avait bloqué son numéro. Lorsqu'elle réussit enfin à joindre sa ligne de bureau, sa secrétaire prétendit qu'il était en voyage d'affaires, attisant encore plus les flammes de sa colère et de sa détermination. Un jour, Ellie demanda doucement, « Maman, est-ce que papa est en colère contre nous? Avons-nous fait quelque chose de mal ?» La poitrine de Lila se serra. Elle s'agenouilla à côté de sa fille et la serra doucement. « Non, ma chérie. » murmura-t-elle en caressant les cheveux d'Ellie. « Toi et Ryan n'avez rien fait de mal. Papa est juste, il est occupé en ce moment. Des trucs d'adultes. Ça n'a rien à voir avec vous. » Les yeux d'Ellie brillèrent. « Il me manque. » Lila sentit des larmes piquer ses propres yeux. « Je sais. Il me manque aussi, » mentit-elle, incertaine si ce qu'elle ressentait était vraiment un manque de lui ou de la version de lui qu'elle avait connue. Elle déposa un baiser sur le front d'Ellie, jurant silencieusement de trouver un moyen de les protéger du pire de ce tumulte. Au fil de la semaine, les efforts rigoureux de Lila commencèrent à porter leurs fruits. Ses ventes en ligne rapportèrent juste assez d'argent pour payer les frais de location du chalet, bien que 2 jours en retard. Elle poussa un soupir de soulagement lorsque le propriétaire du chalet confirma la réservation. Ce ne serait pas le voyage extravagant qu'elle avait imaginé, mais au moins, elle et les enfants auraient encore la chance de vivre une escapade de Noël enneigé. Toute illusion d'une célébration familiale idéale, cependant, était brisée. Elle avait déjà accepté que Victor ne se joindrait pas à eux, même s'il rentrait à la maison. Pourtant, plus elle avançait, plus sa résolution se durcissait. Oui, elle avait le cœur brisé et était furieuse de la trahison de son mari. Mais son amour pour Ellie et Ryan était bien plus puissant que sa douleur. Lors d'un rare après-midi de congé, elle s'assit avec les 2 enfants sur le canapé du salon. Alors, dit-elle avec un sourire complice,
j'ai travaillé très dur pour m'assurer que nous puissions quand même partir en voyage pour Noël. Ce sera à la montagne, avec de la neige, une vraie cheminée et beaucoup de joie des fêtes. Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent de surprise. Attends, on part quand même? Ryan bondit d'excitation, manquant de tomber du canapé. Tu es sérieuse, maman? La joie dans leur voix fut comme un baume sur le cœur blessé de Lila. Elle hocha la tête, souriant à travers des yeux embués. Absolument. Ce sera différent de ce que j'avais prévu, mais je vous promets que nous passerons un moment incroyable. Ellie jeta ses bras autour du cou de sa mère, son rire remplissant.